Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de la 18e étape du Tour de France. On va regarder le parcours, la gastronomie, le tourisme également sur cette étape, la stratégie. Enfin, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote du côté de cette étape. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan. Je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir et ça me permet également de me soutenir. La solution la plus facile pour faire ça, c'est de rajouter la petite cloche à côté du bouton abonnez-vous. Voilà, tout simplement. Vous cliquez sur abonnez-vous, il y a un petit onglet déroulant et vous avez la petite cloche. Étape du jour, étape numéro 18. Pour beaucoup de coureurs, je pense aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un cauchemar. Voilà, c'est une horreur. Cette étape-là, c'est une horreur parce que on enchaîne 3 énormes cols. Il y aura un petit peu de temps de transition entre le deuxième et le dernier col, mais quand même, c'est de la vallée qui n'est pas totalement plate. Mais on va dire que c'est de la vallée. Il y a du kilométrage quand même du côté de cette journée, un peu plus que demain. Vendredi, ça sera calme au niveau kilométrage, mais dense au niveau difficulté. Mais là, on a 3 énormes cols, Glandon, Madeleine, col de la Lose pour finir. Et on finit au sommet du col de la Lose. On n'ira pas du côté de l'altiport de Courchevel. On a décidé de faire plus soft cette année après avec le col de la Lose. Mais c'est un cauchemar cette épreuve-là pour 70%, 80% des coureurs du peloton. C'est un cauchemar. Pour beaucoup de coureurs, l'objectif ce matin, finir dans les délais. Même si on a rajouté du temps au niveau des délais, il va falloir essayer de finir dedans. Ça c'est clair et net. En sachant qu'en plus, contrairement à d'habitude pour les sprinteurs, la motivation est peut-être quand même un peu moins là. Encore une fois avec cette dernière étape du côté des Champs-Élysées. Et puis pour les sautes, ça va être d'aider au mieux leurs équipiers, c'est de prendre l'échappée, mais qui ne sera pas facile à prendre et puis qui n'a pas forcément beaucoup de chance d'aller au bout, mais on y reviendra. Mais oui, c'est une étape qui est dure. En plus, avec des cols qui ne sont pas tous réguliers. La Madeleine, il y a quand même un passage qui est difficile. Glandon et le col de la Lose, c'est vraiment pas facile. Le col de la Lose, on va y revenir, mais c'est quand même c'est un cauchemar. C'est extrême, vraiment, pour conclure avec le col de la Lose. Et le Glandon, pour démarrer, pas simple non plus. 2 passages à plus de 2000 mètres aussi. Et 3 bosses qui vont au-delà de 1008. Donc c'est pas anodin. Aussi, l'altitude va avoir des conséquences du côté de cette journée, du côté de la fatigue. Alors selon Pro Cycling Stats, pas selon le site du Tour de France, parce que sur le site du Tour de France, je crois qu'ils mettent 5450 mètres de dénivelé positif. Moi, sur Pro Cycling Stats, j'ai fait les mesures avant le départ du Tour de France. J'étais à 5792 mètres de dénivelé positif. J'ai été regarder dans l'histoire un petit peu du Tour de France. Il faut remonter à 2007 pour une étape plus dure. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment extrême. C'est depuis très très longtemps qu'on n'avait pas eu autant de dénivelé positif. Au niveau du classement de la montagne, si j'ai bien calculé, on a 80 points à aller récupérer, ce qui en fait l'étape la mieux dotée de ce Tour de France. Et au niveau du classement du maillot vert, 40 points à récupérer, 20 points du côté du sprint intermédiaire et 20 points du côté de l'arrivée. Je vais quand même vérifier du côté du classement de la montagne pour savoir que des fois j'ai fait des petites erreurs de calcul. Si on est bien à 80... 20 et 40 à l'arrivée. Donc on est bien à 80 parce que le col de la Lose est doublé. C'est le seul col qui aura son nombre de points doublé sur ce Tour de France. Et donc on regarde tout de suite le parcours de cette étape qui est tout simplement extrême. Comme vous le voyez, on part donc de Vif pour aller au col de la Lose à Courchevel. 172 km au programme. 3 difficultés, donc le Glandon, le col de la Madeleine, le col de la Lose. Tous sont des cols hors catégorie. Je croyais que le Glandon c'était plus de 2000 mètres, non c'est moins de 2000 mètres. Mais encore une fois, 3 cols au-dessus des 1800 mètres.
Le col de la Madeleine qui est quasiment à 2000 mètres, 1986 mètres. Le Glandon à 1916 et donc le col de la Lose à 2298 mètres, qui sera donc le souvenir Henri Desgranges cette année. On part de Bif. Le sprint intermédiaire qui arrive très vite au bout de 25 km de course, même un peu moins, du côté de Riou-Pérou, Livet et Gavet, qui sera le lieu du sprint intermédiaire. On passe à Allemont, le Rivier d'Allemont, 5 km 8 à 8,2% de moyenne. Mais en fait, à ce moment-là, on attaque quand même déjà le col du Glandon. Le col du Glandon, c'est 21 km 700 à 5% de moyenne. Les 2,6 derniers kilomètres sont à 7,3, mais vous allez voir que c'est beaucoup moins régulier que ce qu'on pourrait croire du côté du Glandon. Vous avez cette première partie de col où vous allez avoir, notamment dans cette première moitié de montée, plusieurs passages au-delà de 9%, et notamment 2 km extrêmement compliqués. Entre le 3 et le 4, on a 10,9% de moyenne sur le kilomètre. Et entre le kilomètre 10 et le kilomètre 11, on est à 11,5%. Alors pourquoi la moyenne est aussi basse, on va dire aux alentours de 5%? Parce que déjà au niveau du sommet, eh bien, on repasse aux alentours de 7% et qu'on a deux descentes sur cette montée, deux plats descentes ici, entre le kilomètre 5 et le kilomètre 9. Et entre le kilomètre 15 et le kilomètre 19. Donc ce qui fait que cette montée paraît plus simple qu'elle ne l'est en réalité, avec ces passages très compliqués. Et puis ensuite, on est quand même sur du 7%. Vous n'avez pas de kilomètres, même pas beaucoup de kilomètres en dessous de 7% en réalité. Donc ça fait une montée difficile pour démarrer et pour essayer de former la bonne échappée. Après ce col du Glandon, on redescend vers la Chambre, et la Chambre qui sera le pied du col de la Madeleine, en passant par Saint-François-Longchamp. Ce col de la Madeleine, 19 km 300, 7,8%. Le col de la Madeleine, ça a déjà été une arrivée du Tour de France, ce col de la Madeleine. Le dernier vainqueur est même Michał Kwiatkowski du côté de la Madeleine. Là aussi, on a des passages compliqués, plutôt dans la première moitié de col. Que se déroulent les passages compliqués, notamment entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4, avec un kilomètre à 10,4% de moyenne, et entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8, on est à 9,2% de moyenne. Ensuite, à partir du kilomètre 11, vous voyez, on repasse entre 7,5%, sauf entre le kilomètre 17 et le kilomètre 18, où on sera à 8,5% de moyenne sur ce kilomètre-là, avant d'arriver donc au sommet du col de la Madeleine. Descente de la Madeleine, très rapide, pour arriver du côté de Notre-Dame de Briançon. On passera par Moutier, par Brides-les-Bains, et ça sera le pied de la dernière difficulté du jour. Donc vous voyez, il y aura 15 km à peu près vraiment de vallée entre le col de la Madeleine et cette montée de Courchevel, la Lose. 172 km à l'arrivée et 26 km 500 au programme à 6,4 de moyenne. Un peu comme le col du Glandon, on a l'impression comme ça que c'est pas dur quand on regarde le pourcentage max. Et puis la réalité, c'est que c'est bien plus difficile que ça. Le col de la Lose, il se décompose en deux parties. Vous avez une partie sur une route normale, on va dire, sur une route qui permet, sur une route classique. Et puis vous avez la portion qui est une piste cyclable. La portion sur la route normale, elle est plutôt régulière. Alors c'est régulier dans le dur, mais c'est pas le Mont Ventoux non plus. C'est plus simple que le Mont Ventoux, mais ça reste régulier et surtout long à cette première portion. Et puis vous avez les 7 derniers kilomètres qui sont sur des pistes cyclables, et à partir de là, c'est un calvaire. Pourquoi ? C'est très dur de trouver son bon coup de pédale. Et on est sur des pourcentages qui sont énormes. On est au-delà de 1800 mètres d'altitude. Et on n'a que des ruptures de pente. Des ruptures de pente qui sont incessantes. C'est vraiment la tôle ondulée, mais c'est ce qu'on peut vraiment dire. Vous allez avoir des passages où on est à 2-3% et 25% d'entrée sur 100 mètres. Et puis après ces 25%, on repasse à 3%. Et puis après 18%. Ça fait que comme ça. Hop, 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 hop. C'est une horreur, vraiment, ce col de la Lose.
il y aura du public. Et puis il faut rappeler encore une fois qu'on est très haut en altitude sur cette dernière portion. Donc ça fait également... enfin voilà, il y a des coureurs qui explosent complètement. Il faut vraiment essayer de trouver son rythme, ce qui est loin d'être idéal du côté du sommet de col de la Lose. Donc on conclut vraiment cette journée par une horreur. Et puis il faut rappeler que cette journée est dure, mais que demain, ça sera pas beaucoup plus facile du côté des Alpes. Donc c'est vrai qu'on commence presque par le plus dur. Demain, il faudra aussi récupérer de ce col de la Lose pour ensuite faire une dernière étape importante pour ce Tour de France et finaliser, on va dire, les différents classements. Mais ouais, le col de la Lose, c'est extrême et ça va faire extrêmement mal aux coureurs. On regarde les derniers kilomètres au niveau technique. Vous voyez, il y a très peu d'épingles, mais la route n'est pas extrêmement large et surtout beaucoup, encore une fois, ces ruptures de pente qui sont incessantes du côté du col de la Lose. Là, c'est une chouille plus facile dans cette portion-là, vers le kilomètre, et puis après, ça remonte très fort sur la fin du col de la Lose. Donc vraiment, voilà, quelque chose d'extrême avec, voilà, c'est toujours horrible le col de la Lose. Enfin, voilà, à chaque fois qu'on est passé par le col de la Lose, ça a été compliqué. Demander à Félix Gall et à d'autres, c'est toujours une montée extrêmement difficile, cette montée du col de la Lose. Donc vraiment, il va falloir s'accrocher pour les coureurs sur cette étape. Le tourisme à Vif, la ville de départ, eh bien c'est la ville de Champollion. Et donc on peut avoir le musée Champollion, alors, dans une bâtisse qui a été créée au XVIIe siècle. Le musée date de 2021. Il y a eu deux ouvertures, on va dire, du côté de ce musée Champollion. Une première en 2004, d'un bâtiment qui avait été acquis par le conseil départemental de l'Isère en 2001. Et puis, on a fait des travaux à l'intérieur et il a rouvert en 2021. Alors, cette maison de maître, eh bien, permet de tout connaître de la vie de Jean-François Champollion, qui venait séjourner dans cette maison sous les frais ombrages de Vif. Voilà, la propriété restait intacte depuis le 19e siècle. Mobilier, tableaux de famille, objets de la vie quotidienne et les 60 volumes de manuscrits du déchiffreur des hiéroglyphes Champollion. Voilà, tout le travail de Jacques-Joseph et Jean-François Champollion. Et on peut encore lire des vestiges de hiéroglyphes gravés dans les poutres de la chambre de ce dernier. Donc voilà, vous avez ce musée qui est un musée de France, dans la catégorie musée de France. Et puis à côté, il y a un parc. À côté de ce musée Champollion, voilà, à l'extérieur, vous avez un parc. Alors j'ai eu du mal à trouver des images pour tout vous dire de ce parc. Donc il est mis à la disposition de la commune de Vif par le département, le parc Champollion. Et la plus grande partie du domaine des ombrages est de ces 2,5 hectares, ainsi que le plus grand parc de la ville. C'est une vaste prairie, trace des anciennes terres agricoles qui nourrissaient la maison des champs clôturés par un mur d'enceinte. Il procède de 3 entrées extérieures au musée et ouvre sur le jardin d'agrément. Vous avez des activités en plein air, le feu d'artifice du 14 juillet, ou encore pas mal d'événements, séances de cinéma en plein air, ou encore représentations théâtrales et artistiques. Et puis on termine avec l'église Saint-Jean-Baptiste du côté de cette commune de Vif. Voilà, construite entre 1030 et 1709, c'est un style roman. Il s'agit de l'église d'un ancien prieuré bénédictin fondé en 1035. Il va être détruit en partie au moment des guerres de religion. Et donc une partie de cette église va être refaite au XIIIe siècle et au XIXe siècle. On va avoir des combles qui vont être aménagés et on coupe les tribunes. Le mur sud présente une architecture typique du XIIIe siècle en Dauphiné. Et des fouilles ont révélé la présence d'un cimetière carolingien et mérovingien et d'un remarquable ensemble de peintures murales qui a été mis au jour. Voilà. Alors cette église a également été modifiée à plusieurs
reprise. Donc on mêle à la fois le style du XIIIe siècle, quelques éléments encore une fois du XIe siècle, et puis d'autres éléments un petit peu plus modernes. Voilà, du côté de ce village, de cette ville de Vif, lieu de départ de ce Tour de France. Je voulais juste préciser quelque chose au niveau du Tour de France. Donc vous pourrez retrouver toutes ces informations, voire même plus, même beaucoup plus sur le site du Tour de France dans tout l'aspect tourisme de chaque étape. Par contre, ça serait bien que du côté du Tour de France, on n'aille pas donner des mauvaises idées à des personnes. Alors je sais bien que les rubriques touristes ne doivent pas être lues par 50 000 personnes, mais quand même. Sur l'étape du jour à Vif, ASO nous parle d'une cimenterie. Cette cimenterie, elle est fermée au public, car dangereuse. Voilà, donc c'est bien voilà, elle est interdite d'accès, la cimenterie. Donc déjà, je pense pas qu'une cimenterie, c'est ça l'endroit le plus joli au monde, mais en plus, quand c'est un lieu qui est interdit d'accès, je pense pas vraiment que ça soit intéressant d'en parler au niveau patrimoine. Voilà, du côté d'ASO, comme je vous dis, sur quelques étapes aussi, il y a également des coquilles, notamment sur les textes, assez régulièrement. Je me dis c'est quand même extraordinaire, parce que il doit y avoir quand même pas mal de personnes qui relisent les textes. Et s'il n'y a pas de nombreuses personnes qui relisent les textes, vous pouvez peut-être faire des économies en termes d'employés du côté d'ASO. Allez, on poursuit du côté de la ville de Jarry, qui est au début de cette étape, avec le château de Bon Repos. Château de Bon Repos qui date du XVe siècle, c'est un style médiéval. Alors, il a été édifié vers 1470 par Guillaume Armuet. Il passe à la famille Aubergeon de Murinet en 1673 et 1811, puis des Costa de Beauregard. Donc ça, c'était en 1811, parce qu'en plus, les virgules sont mal positionnées. Au 19e siècle, il change plusieurs fois de propriétaire avant d'être en 1874 la position du gantier Jules Jouvin. Alors, le château va se dégrader, notamment une chute du toit en 1917, et il va être acheté par la commune de Jarry en 1976. Une association va être créée pour le restaurer et animer le château tout au long de l'année. Et ce château a bénéficié du loto du patrimoine en vue de rétablir la toiture et les fenêtres du logis principal. Monument historique depuis 1983. On poursuit avec un château différent, et pourtant il n'a pas été construit largement après ce premier château de Jarry. C'est le château de Vizille que vous voyez ici, château qui date du XVe siècle. Alors c'est l'ancien château de François de Bonne, qui était un duc, compagnon d'armes du roi de France Henri IV et gouverneur de la province d'Elfignal. Voilà, dernier connétable de France. Voilà, ce François de Bonne. Et puis il va être résidence des présidents de la République avant d'être vendu au Conseil général de l'Isère en 1973. Alors, fin 18e siècle, Claude Perrier l'a acheté et il va y faire une manufacture d'impression sur tissu. Et puis ensuite, donc, ça va être un lieu de villégiature pour les chefs d'État français à partir de 1924, avant donc de passer par le Conseil général de l'Isère. Voilà ce beau château. Voilà, on peut s'amuser. Et en 1983, en préparant la célébration du bicentenaire, le musée de la Révolution française prit place dans plusieurs salles du château. Donc on a des collections d'art décoratifs et d'objets historiques, un centre de documentation de bibliothèque mis à la disposition du public et un fonds riche d'une vingtaine de milliers d'ouvrages. Voilà, donc c'est à la fois le château de Vizille et également le château de la Révolution française. Il faut savoir qu'il y a également un parc animalier et le musée de l'abeille, voilà, qui sont à cet endroit-là, pardon. Et c'est le premier lieu touristique de l'Isère. Voilà ce château de Vizille. On poursuit du côté de la commune de Livet et Gaillé, cette commune qui a été marquée par la Seconde Guerre mondiale avec ce mémorial du maquis de Loisan. Le 22 juin 1940, le gouvernement français signe l'armistice, et Pétain se retrouve à la tête de la France. Le 30 novembre 1942, toute la France est occupée et l'instauration du service de travail obligatoire pousse de nombreux jeunes gens à prendre le maquis.
La résistance dans les Alpes va s'organiser, notamment du côté du Vercors ou notamment du côté de l'Oisans. Ce dernier inclut Grenoble, né au début de l'année 44. Il se compose de 1526 volontaires hommes et femmes qui vont être divisés en 5 groupes. Mais l'armée allemande, craignant un débarquement proche des Alliés en Provence, envisage un repli en Italie et une troupe d'élite des chasseurs alpins de la 150e 7e division alpine bavaroise arrive en renfort en Oisans où les routes sont devenues stratégie. Le maquis de Loisan semble bien démuni face à cette armée entraînée et Lanvin va retourner la situation en faisant des faiblesses de son groupe un avantage, mettant en pratique la tactique de la guérilla. Et le 14 août 1944, le combat est rude. Ce sera un des rares combats victorieux d'un maquis français face aux Allemands. Et à l'approche des Américains, eh bien, les Allemands commencent à se replier vers Grenoble. Encerclés à Vizille, ils se rendent au maquis de Loisan. En parallèle, la résistance grenobloise reçoit l'ordre de libérer Grenoble. C'est chose faite le 22 août au matin. Voilà, donc ça rappelle tout ce qui s'est passé et ce maquis de Loisan. À Bourg-d'Oisans, tiens, juste à côté, alors, bien entendu, beaucoup d'étapes du Tour de France sont parties de Bourg-d'Oisans ou sont arrivées à Bourg-d'Oisans, mais il y a également le parc national des Écrins. Alors ce parc qui s'étend sur 91 000 hectares, 92 000 même si on arrondit au supérieur, a été créé en 1973. Il s'étend entre les villes de Gap, de Briançon et Grenoble. Il est délimité par les vallées de Romanche, les Guisanes, la Durance et le Drac. C'est en Oisans que le projet du parc a vu le jour dès 1913 avec l'achat par l'État de 4000 hectares de montagne au-dessus de Saint-Christophe d'Oisans. Et ce parc national des Écrins est l'un des 10 parcs nationaux français et il a été distingué par le Conseil de l'Europe comme parc européen de haute montagne. On continue du côté de Vaujany, avec à Vaujany ce magnifique lac et qui est lié au barrage et le lac de Grand Maison. C'est un barrage qui a permis la construction de ce lac, édifié donc au XXe siècle. Alors les travaux de construction ont commencé en 1978, la fin s'est déroulée en 1985, la mise en service du barrage en 1988. Et donc c'est un barrage d'un volume de 12 millions, 13 millions même de mètres cubes qui ferme la vallée de l'eau d'Olle sur une longueur de 560 mètres, hauteur 160 mètres et une épaisseur à la base de 650 mètres. Voilà. Capacité du réservoir d'eau 140 millions de mètres cubes, ce qui est absolument pharaonique. Et puis on termine par encore des différentes choses à voir dans cette étape. On passe du côté de Saint-Étienne de Cuines. Du côté de Saint-Étienne de Cuines, eh bien, nous avons ce château. À Saint-Étienne de Cuines, château du Châtelet qui date du XVe siècle. Grande demeure qui appartenait à Guillaume de Montmeilleur, qui est un maître d'hôtel du comte de la Chambre où on passe également comme village dans cette étape. Alors ça va passer à Louis de Maréchal Luciane, qui en fait avait épousé la fille de Guillaume de Montmeilleur, Laurence, et leur héritier fut Antoine, allié aux bâtards de Gruyère, leurs voisins. Alors le Châtelet passa par diverses ventes à travers diverses familles nobles de la région, et après la guerre de 14-18, il va appartenir à un exploitant de carrière, puis il va être acquis par la commune, transformé en colonie de vacances avant d'être vendu, et l'édifice domine le bourg au-dessus de l'église, donc il n'est peut-être pas visitable. Ce château, vous pouvez peut-être juste l'observer de l'extérieur. Et puis, comme ça faisait longtemps, on n'en avait pas parlé hier, mais une tradition depuis le début du Tour de France, tiens, une station thermale, avec la station thermale de l'Alléchère. Alors, station thermale qui est spécialisée dans les régimes, dans la perte de poids, du côté de cette station thermale. On n'est pas très loin également des stations de ski de la Tarentaise.
Et donc, ça a été également le centre de presse des Jeux Olympiques d'Albertville, ce qui a permis à la ville de se doter énormément d'équipements qui en font une destination touristique prisée, une destination également sportive très prisée. Voilà, donc si vous allez à l'Alléchère, vous pouvez également avoir une station thermale. Alors, c'était pas celle-là, la station thermale dont je devais parler, parce que j'en ai oublié une. C'est la station thermale de Bride-les-Bains. C'est elle qui est spécialisée, c'est celle que vous voyez en photo, c'est elle qui est spécialisée dans la perte de poids. Voilà, c'est le leader de l'amaigrissement en France. Mieux que Bernard Canetti, pour ceux qui se souviennent à une époque des pubs qu'on voyait. On voyait plus Bernard Canetti que les coureurs français sur le Tour de France une année, avec les pubs, avec Comme j'aime. Bernard Canetti qui a fait d'autres choses aussi, hein. Il n'a pas fait que Comme j'aime, il a fait les éditions Atlas, il a fait aussi... Qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme truc? Ah, le Centre Européen de Formation, aussi Bernard Canetti. Voilà. C'est pour ça qu'on voit tout le temps des pubs avec Bernard Canetti, on ne se met plus en valeur maintenant, on se met beaucoup moins en valeur. Parce que je crois qu'il avait eu des petits soucis financiers. Donc c'est un village, Bride-les-Bains, de soins et de diététique pour avoir des résultats au niveau amaigrissement. Donc spa thermal, récemment rénové et agrandi, une bulle de bien-être aux portes du parc national de la Vanoise. Il a été site des Jeux Olympiques de 92. Et puis en 2019, Bride-les-Bains était le point de départ d'une étape en côte du Tour de l'Avenir qui avait été remportée par l'Australien Alexander Evans. Alors forcément, sur ces étapes-là, il n'y a pas forcément énormément d'aménagements touristiques, mais parce que beaucoup d'aménagements touristiques, en fait, ce sont les montagnes, ce sont les parcs nationaux. Donc ouais, on traverse peu de villages aussi sur ces étapes dans les Alpes, comme dans les Pyrénées. Donc parfois, on n'a pas forcément énormément d'éléments touristiques dont on peut parler, mais on va parler tout de suite de la ville d'arrivée, du côté de Courchevel. Alors, bien entendu, Courchevel bien connu pour le ski, notamment Courchevel 1850, que vous voyez ici, construit au milieu du siècle dernier. Alors ça a démarré en 1946, quand la commune de Saint-Bon va céder les territoires nécessaires au Conseil général. Et ce qui fait qu'on va aménager les sites. Les premiers travaux sont réalisés difficilement, les matériaux étant montés à dos d'hommes et de mulets. L'hôtel départemental des Trois-Vallées va aussi être bâti sans matériel mécanique entre 46 et 48, avec l'aide de prisonniers de guerre allemands. Le premier accès à la station en voiture a eu lieu en 1948, donc on a construit pendant 2 ans tous ces bâtiments vraiment à l'ancienne, on va dire, pas du tout avec des outils mécaniques, voilà, tout simplement. Depuis 2003, le village accueille le Festival international d'art pyrotechnique et ce lieu, Courchevel 1850, est un monument historique depuis 1998. Plusieurs chalets notamment sont inscrits au monument historique. On va aller du côté du Soureski, du tremplin du Praz. Du côté de Courchevel, ce tremplin du Praz qui a été construit en 1944. Alors il y avait deux sites, il y avait le tremplin du Praz qui a été un tremplin dans les années 40 et 50, et puis il y avait un autre tremplin de 50 mètres qui se trouvait également à Courchevel 1850, qui lui a été construit plus tard, en 1870. Alors le site est choisi pour l'organisation des épreuves de combiné nordique et de saut à ski des Jeux Olympiques d'hiver de 92. 2 tremplins de saut à ski de 90 et 120 mètres sont édifiés. Et l'équipement a été modifié afin d'être utilisable en période estivale, parce qu'il faut savoir que l'été, on peut faire du saut à ski, sauf que c'est pas sur du ski, c'est sur gazon. Voilà, et vous avez des compétitions de saut à ski l'été. Il y a un circuit même estival de saut à ski. Je ne sais même pas si c'est pas diffusé sur HBO, ce genre de choses. Peut-être commenté encore, je ne sais pas s'il est encore chez Eurosport, parce qu'on a peu d'informations là-dessus, par Di Grazia. Par Guillaume Di Grazia.
Donc ils sont toujours exploités voilà, par la mairie de Courchevel. Donc vous avez notamment une étape du Grand Prix d'été de saut à ski. Voilà. Et vous avez 4 tremplins. Voilà. Les 2 tremplins olympiques plus un K25, donc qui est un tout petit tremplin, et un K601, voilà, qui est lui un plus grand tremplin. Et puis bien entendu dans la région, eh bien, il y a le parc national de la Vanoise, que je vous montre, voilà cette image d'illustration, qui date de 1963, enfin c'est là où on a créé ce parc national français, qui est le premier parc national français. C'est parce que, alors la raison pourquoi on a créé un parc national, c'est que le bouquetin était en quasi disparition. L'idée était notamment d'interdire les actes de chasse et de protéger la faune et la flore dans un espace important. Et ça va être un lieu de débat entre pouvoir public, population locale, sur la question de la protection de l'environnement et le développement touristique. Voilà. Alors il est accolé à la frontière franco-italienne et vous avez également du côté d'Italie le parc national du Grand Paradis avec lequel il est jumelé depuis 1972. Voilà ce parc de la Vanoise. On passe maintenant à la gastronomie. Qu'est-ce qu'on peut bien manger dans la région? Eh bien on commence déjà avec le gratin dauphinois. Et oui, le gratin dauphinois. Donc plat gratiné bien entendu de la cuisine française d'origine de la région du Dauphinois, là où on avait le critérium du Dauphiné, qui va être remplacé par le Auvergne, Rhône-Alpes, Dauphiné, je sais pas quoi, Tours, je ne sais plus quoi le nom. Donc en fait c'est des pommes de terre et du lait. Alors c'est également connu aux États-Unis, au Canada, mais forcément avec des recettes différentes. Alors le gratin dauphinois est officiellement mentionné pour la première fois le 12 juillet 1788 à l'occasion d'un dîner offert aux officiers municipaux de la ville de Gap. Voilà. Le plat a été servi avec des ortolans à l'époque. Et depuis 2019, vous avez une confrérie du gratin dauphinois. Voilà. Du côté des ingrédients, c'est simple. Il faut des pommes de terre, alors qu'ils soient... il faut... Voilà, certaines sortes de pommes de terre fonctionnent, pas toutes, hein, du côté du gratin dauphinois. Là, ce qu'on nous indique, ce sont les charlottes, les Mona Lisa, les amandines également. Je crois que la binge fonctionne pas mal du côté de ce gratin dauphinois. En fait, il faut que les pommes de terre soient jaunes et pas trop fermes. Voilà, il faut qu'elles absorbent un petit peu la crème, le lait du côté du gratin dauphinois. Normalement, il n'y a ni fromage ni œuf dans le gratin dauphinois. C'est un mélange. Alors, au départ, c'était du lait de ferme. Voilà, qui n'était pas écrémé, donc du lait fermier assez gras. Puis maintenant, bon, parfois on le fait avec du lait entier. Normalement, le mieux c'est de le faire avec du lait entier et de rajouter encore un petit peu de crème à ce lait entier. Voilà, et puis on va mettre de l'ail, de la noix de muscade également pour assaisonner ce gratin dauphinois. Le record du plus grand gratin dauphinois, il a été fait à Grenoble en 2022. 23 mètres carrés et surtout 1,3 tonnes de pommes de terre, 4 kg d'ail et 350 litres de crème. Voilà, c'était un bon gratin dauphinois. On est aussi dans la région du Crozet, donc également du gratin de Crozet. Ces petites pâtes, voilà, ces Crozets, donc qui sont oui, on peut dire, sont des petites pâtes tout écrasées, voilà, le Crozet. Alors ça viendrait de Croé qui signifiait petit. Voilà, et avec ce crozet qui est fait notamment dans le Dauphiné, dans la Savoie, on peut faire des soupes avec ce crozet, on peut faire également des gratins, des salades également l'été avec ce crozet. Donc l'ingrédient principal, normalement, c'est de la farine de blé dur. On peut avoir également du crozet à la farine de sarrasin. Et la recette traditionnelle savoyarde comporte l'ajout aux pâtes égouttées de lamelles au Beaufort. On peut également les faire dans la croziflette, également, qui est assez connue maintenant. C'est vrai que le crozet, qui était très difficile à trouver à une époque, maintenant devient beaucoup plus facile
à trouver aujourd'hui. On poursuit avec le fromage, avant le fromage, les noix de Grenoble, qui peuvent bien aller avec le fromage également, les noix de Grenoble, qui sont une AOP, appellation d'origine protégée, et qui est également réglementée par l'Union européenne. Donc ça entoure la ville de Grenoble, mais on n'est pas très loin au final de la ville de Grenoble à certains moments dans cette étape. C'est la première AOC fruitière reconnue dès le 17 juin 1938. Voilà. Alors vous avez des noix dans tout le département de l'Isère, mais certaines ont connu une épidémie de phylloxéra au cours du XVIIIe siècle. Voilà. Donc du côté des noix de Grenoble, voilà, donc vous en trouvez là également. Souvent ce sont des noix sèches, les noix de Grenoble, c'est compliqué d'en trouver des fraîches. Enfin, par chez moi, peut-être autour de Grenoble, mais vous trouvez souvent les noix fraîches. Alors, les sèches, alors il faut savoir qu'il y a 3 variétés qui sont produites plutôt du côté des noix. Vous avez soit la Lara, la Fermor ou encore une spécialité hybride entre la Franquette et la Lara. Voilà, du côté des noix. Et vous avez un monument historique qui est lié à la noix, qui est le séchoir à noix de Cognien-les-Gorges, qui a été construit au XVIIIe siècle. Et il y a également un grand séchoir du côté de la commune de Vinay, qui est également une maison qui est également un musée, voilà, qui présente l'histoire de la noix de Grenoble. On passe au fromage et aujourd'hui, on va parler du bleu du Vercors. Voilà, le bleu du Vercors que vous voyez à l'écran. Voilà, ce bleu du Vercors, qui est un fromage donc à pâte persillée, élaboré avec du lait de vache. Et ça provient, bien entendu, son nom provient du massif du Vercors parce qu'il est fait dans la ville de Sassenage qui est située au pied du massif. AOP depuis 2001, voilà, donc appellation d'origine protégée. La période de consommation, eh bien, c'est en ce moment, entre juin et novembre, qu'il faut manger ce bleu de Vercors. Alors au départ, il était fabriqué par des moines en 1338. D'autres sources disent que le fromage des montagnes de Sassenage était remis en guise d'impôt aux seigneurs. Donc voilà, on échangeait du fromage, c'était voilà, une sorte de troc contre la protection, on va dire, du seigneur de Sassenage. Alors 3 races de vaches sont utilisées pour fabriquer ce fromage. On a l'Abondance, la Montbéliarde, la Villarde. Et puis ensuite, donc, on va faire ce fromage avec le lait de ces vaches. Il faut savoir qu'une meule fait à peu près entre 27 et 30 cm de diamètre et qu'elle contient 28% de matière grasse. Il faut 40 litres de lait pour fabriquer un seul bleu Vercors Sassenage. Voilà, donc il va être affiné au moins 21 jours hein, pour être vendu, ce qui se donne ce goût assez puissant quand même du côté du bleu du Vercors. Et puis on termine avec de l'alcool à consommer encore une fois avec modération et surtout ne prenez pas la voiture derrière, avec la chartreuse. Chartreuse, vous voyez, en termes de taux d'alcool, entre 40 et 55% d'alcool, ce qui est énorme. Alors la chartreuse aurait été créée en 1605 par des moines, pas du tout dans la région. Ils auraient été créés autour de l'actuel jardin du Luxembourg à Paris. C'est pas du tout dans la région. Mais la recette était extrêmement complexe et elle ne va pas être exploitée immédiatement. Mais elle va faire l'objet de travaux du côté de l'apothicaire de la Grande Chartreuse. Et en 1764, le monastère de la Grande Chartreuse près de Grenoble, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, va produire l'élixir dans sa pharmacie et commence à en faire un commerce. Et à partir de l'élixir, on va développer un digestif, mais il va falloir attendre 1840 pour que cette chartreuse verte soit
commercialisé. Alors, les moines sont dispersés en 1793. La distillation va alors s'arrêter, mais ça va reprendre assez vite dès les années 1800, en fait, où on va redémarrer la chartreuse Vez, et puis on va faire la chartreuse jaune. Et la chartreuse jaune est une version un petit peu plus douce, avec moins de pourcentage d'alcool que la chartreuse verte. Voilà. Donc, du côté de cet alcool, donc vous avez plusieurs chartreuses, il y a même eu des cuvées spéciales, et c'est quand même un goût très particulier, et puis surtout en termes de taux d'alcool, c'est absolument énorme, hein, c'est un digestif, une liqueur indigestif, voilà, donc pour la fin du repas, voilà, cette chartreuse, encore une fois à consommer avec modération. On poursuit avec l'histoire du Tour de France et on va revenir sur le Tour de France 2023 avec l'étape numéro 17 qui arrivait du côté de Courchevel et on avait comme avant-dernière montée ce col de la Lauze. La veille, on avait eu déjà le fameux chrono de Combloux, chrono où Vingegaard domine Pogačar, peut-être l'une des plus grosses dominations de Vingegaard sur Pogačar. Alors au programme de cette étape, on avait le col des Saisies et le Cormet de Rosselan. 5100 mètres de dénivelé positif contre quasiment 5008 cette année. C'était plus facile, c'était presque de la gnognotte. Alors tout commence mal pour Pogačar, qui va avoir une chute en début de journée dans la roue de Nance Peters. Il va être obligé de s'infliger une petite poursuite pour entrer sur le peloton. À l'époque, voilà, on n'avait pas attendu Pogačar. Le tempo est intense dans le col des Saisines, notamment à cause de la UAE et de la Jumbo. Au sommet, pas d'échappée, et c'est Giulio Ciccone, le maillot à pois, qui passe en tête de cette difficulté. Dans la descente, Julien Alaphilippe décide de sortir avec l'Italien et Chris Neylands. Ils sont repris par un groupe de 32 coureurs, avec notamment Bilbao, 7ème du général. Vous avez également Jack Haig, Simon Yates, 8ème du général avec Craddock et Harper. Godu est également là, le 9ème du général, avec Pinot, Kung et Madouas. Félix Gall, le 10e du général, est également dans cette échappée. On retrouve également O'Connor, qui était techniquement son leader, mais qui a eu un tour difficile, et Nance Peters. Tige Bennett et Kelderman du côté de la Jumbo. Solé et Maika du côté de la UAE. Kort Nielsen et Uran pour la UF. De Venance du côté de la Quick-Step. Skelmose du côté de la Lidl Trek. Rui Costa du côté d'Intermarché. Guillaume Martin du côté de la Cofidis. Mühlberger pour la Movistar. Vermarke et Dinam pour la DSM, Hull et Schulz pour Israël, Champoussin et Gudjelmi du côté d'Arkea, Lutsenko pour Astana et Johannessen et Gregart pour la Uno X. À 109 km de l'arrivée, l'écart est de 1 minute 10 seulement. Et au Cormet de Rosselan, RAS et Ciccone continuent de prendre sa moisson de points. À 60 km de l'arrivée, dans la côte de Longevois, rebelote, Ciccone passe en tête. Et le retard du peloton à ce moment-là est de 2,55, mais on arrive au pied du col de la Lauze et sous l'impulsion de Simon Yates, l'échappée commence à se désagréger. Guillaume Martin, Madouas, Pinot sont lâchés à 14 km de l'arrivée et dans le peloton, la Visma fait aussi le ménage. Au même moment, Pogačar est lâché définitivement. Il ne gagnera pas ce Tour de France de nouveau. Il est rejoint par Marc Solé. Devant, on a toujours le tempo de la Jayco Alula, mais l'Autrichien, Félix Gall décide d'accélérer à 6 km du sommet du col de la Lauze. À 11 km de l'arrivée, Vingegaard s'en va à la poursuite de Félix Gall qui est 2 minutes 42 devant, mais sa poursuite va être perturbée à 8 km de l'arrivée. La moto de Thomas Vauclair qui va bloquer le passage avec une voiture de l'organisation dans un virage, et on espère que ça ne va pas se reproduire cette année. L'ancien coureur, enfin sa moto, sera suspendu pour l'étape du lendemain. Maintenant, il prendra un carton jaune et puis il continuerait la course. Il pourrait continuer à faire son travail dès le lendemain. C'est ça aussi le changement de réglementation désormais. À ce moment-là, nous avons un duel à distance entre Félix Gall et Simon Yates à l'avant. L'écart entre les deux grimpeurs est de 20 secondes. L'écart qui reste le même au sommet du col de la Lauze à 6 km 600 de l'arrivée. Malgré la descente qui n'est pas le point fort de l'Autrichien, Simon Yates restera à 20 secondes de retard
et il n'arrivera jamais à revenir. L'Autrichien s'impose, première victoire sur le Tour de France pour Félix Gall, et puis Simon Yates restera à 20 secondes. Vingegaard, lui, a complètement enterré les espoirs de Pogačar, qui aura complètement craqué dans cette étape et qui va perdre pas loin de 6 minutes. Le coureur du jour de cette étape, c'est un coureur assez ancien, hein, pas forcément extrêmement connu, même ce personnage, Jean-Claude Colotti, qui a été professionnel. Oui, même je pensais que c'était plus vieux que ça. Non, Jean-Claude Colotti, c'est entre 86 et 96. Il a été coureur cycliste notamment pour RMO, pour Zan, Gann ou encore Agrigel dans cette toute fin de carrière. Une équipe qui ne durera seulement qu'un an, hein, l'équipe Agrigel, la Creuse Fenioux. Alors, dans son palmarès du côté de ce coureur, eh bien, il faut noter une victoire lors de la 17e étape du Tour de France, du côté entre La Bourboule et Montluçon. Et puis, il a également été très souvent deuxième, voilà, où il va prendre 22 deuxième places dans sa carrière sur des étapes du Tour de France, ce qui reste quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, il a gagné également le Grand Prix de Plouay en 89, le Tour de Vendée en 87, deuxième de Paris-Roubaix en 91 également, derrière Marc Madiot. Et puis, il a également remporté 2 étapes du Tour du Limousin, voilà, dans sa carrière, quand même 10 victoires chez les professionnels, 12 participations à des grands tours. Donc voilà, avec notamment cette victoire d'étape en 1992. Que dire, il a fait également de la piste dans sa carrière, notamment il a remporté les 6 jours de Grenoble en 91, voilà, et puis pas mal de résultats, notamment sur Paris-Roubaix, sur l'Amstel. Il a également été deuxième des championnats de France en 94, par exemple, top 10 de Milan-San Remo, troisième de Paris-Bourges, également dans sa carrière, voilà, du côté de ce coureur, donc professionnel. À partir de il a été stagiaire puis professionnel, véritablement voilà, stagiaire à partir de septembre 86 puis professionnel ensuite, on va dire dans la foulée, voilà, au niveau de son palmarès. Il a fini sa carrière sur le Tour de l'Ain, voilà, en 96. Il a fait le Tour de France et le Tour de l'Ain en 96, voilà, du côté du palmarès de ce coureur. La météo, eh bien, le temps en pleine, normalement, sera sec du côté de cette journée, au niveau des conditions climatiques, avec quelques passages par contre nuageux intenses, mais en pleine, le risque de pluie au maximum est de 20%. Températures qui seront entre 20 et 23 degrés en pleine, donc absolument pas un temps caniculaire, et avec un vent de nord-ouest qui sera aux alentours de 30 km/h au maximum. Donc un vent qui devrait plutôt être favorable sur certaines portions de cette étape, sur la fin de journée, ce vent de nord-ouest. Par contre, plutôt de côté dans les 2 premières montées de la journée. Dans le col du Glandon, eh bien, la température sera de 12 degrés au sommet, avec un risque de pluie de 50% et un vent toujours de nord-ouest entre 15 et 25 km/h. Du côté du col de la Madeleine, les températures seront de 11 degrés au sommet, avec un risque de pluie plus important aux alentours de 60%. Ça veut dire que certainement au niveau des hauts sommets, on devrait avoir du brouillard. Donc il faudra faire attention sur les débuts de descente au niveau de la visibilité. Le vent, lui, restera dans la même direction, entre 10 et 30 km/h. Et puis le sommet du col de la Lauze, 10 petits degrés, avec un risque de pluie aux alentours de 45% et un vent faible entre 10 et 25 km/h. Un vent un petit peu plus faible. Voilà. Stratégie. Alors, je pense qu'on va avoir une belle échappée. Je pense que voilà, on aura une belle échappée sur cette étape. Mais je me dis qu'elle aura du mal à résister au retour des leaders.
il y a quand même un bel enchaînement de côtes et surtout on a beaucoup de dénivelé positif. Et j'ai peur que même avec beaucoup d'avance, le col de la Lose soit vraiment difficile à aller chercher pour un coureur dans une échappée. Il faudra être extrêmement costaud. Donc moi je vois une victoire d'un leader parce que je pense que les échappés n'auront pas suffisamment de fraîcheur sur la fin pour résister au retour du peloton. Parmi mes favoris, je tente Vingegaard plus que Pogačar, même si je garde quand même Pogačar dans mes favoris, mais je tente Vingegaard qui arriverait à déborder Pogačar peut-être grâce à l'altitude. Je mets O'Connor qui connaît déjà cette montée, qui était dans l'échappée avec Félix Gall. Peut-être que ça va bien lui réussir. Et puis en grosse cote, un coureur qui finit bien pour le moment, qui n'est pas hyper dangereux au général tout de suite, c'est Roglic. Roglic, il a l'air plutôt de bien finir ce Tour de France. Donc pourquoi pas une victoire du Slovène. Programme télé, départ fictif à partir de 12h10, un départ fictif qui va durer 10 minutes. Rio, Pérou, sprint intermédiaire à 147 km de l'arrivée entre 12h53 et 12h56, le col du Glandon, le sommet à 109 km de l'arrivée entre 14h07 et 14h21, la Chambre qui sera le pied du col de la Madeleine à 86 km de l'arrivée entre 14h33 et 14h50, la Madeleine, le sommet à 66 km de l'arrivée entre 15h20 et 15h46, Brie-de-les-Bains qui sera le pied du col de la Lose à 27 km de l'arrivée entre 16h07 et 16h37 pour une arrivée prévue entre 17h12 et 17h50. Il faut rappeler que le col de la Lose, c'est plus d'une heure d'effort. Voilà. La Madeleine, déjà, c'est pas loin de 50 minutes, on va dire, plus de 50 minutes. Et le Glandon, ça doit être également autour d'une heure d'effort. Donc ça va être quand même une journée où les montées vont faire extrêmement mal. Eh bien nous on se retrouvera juste après pour faire un short. J'ai encore oublié de changer le montage de l'étape. Voilà, de remettre en grand écran comme d'habitude, j'ai envie de dire, depuis la deuxième semaine. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à faire un super thanks. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures, ça, Amérique Production. Ciao ciao.